de loin et de près, je veux dire. On a deux raisons qui nous rassemblent aujourd'hui. Les 20 ans du GCO Non Merci. Voilà, ça fait déjà 20 ans, le temps passe vite. Et la deuxième, c'est pour pérenniser un endroit qu'on a appelé le Spot, qui faisait partie de la lutte qu'on a tenue. Et donc voilà, il y a quelque chose qui sera dévoilé après, mais je ne vous dis pas tout. Je vais laisser la place aux gens qui ont des grands discours à faire, comme ça vous allez pouvoir profiter ensemble après, tout le monde. Merci beaucoup d'être venus. Bienvenue à toutes et à tous pour effectivement ces 20 ans de GCO Non Merci. C'est pas encore les 20 ans du GCO heureusement, mais les 20 ans de la lutte contre ce projet. Alors on a prévu de se rassembler aujourd'hui pour commémorer un petit peu ces 20 ans avec une série de prises de parole que je vous proposerai de découvrir tout de suite après. Je voulais juste très rapidement évoquer quelques points. 20 ans, c'est un temps assez conséquent de lutte en commun et c'est déjà assez remarquable que ce collectif ait tenu aussi longtemps et tienne toujours, puisque nous sommes toujours là quand il y a des rassemblements pour manifester en solidarité par exemple avec d'autres projets. Donc c'est déjà en soi quelque chose de remarquable, je trouve, que de tenir pendant 20 ans. Pendant ces 20 ans, il y a des personnes qui étaient là depuis le début, qui sont toujours là, et vous en reconnaîtrez certaines d'entre elles, je pense notamment à l'occasion des prises de parole. Il y a aussi des personnes qui nous ont quittés sans le vouloir, et j'aimerais qu'on rende un hommage au moins à 3 d'entre elles. Alors c'est toujours délicat quand on commence à citer des personnes, mais ça fait partie des personnes qui se sont vraiment fortement impliquées dans cette lutte contre le GCO. C'est Jean-Marie Wilhelm de Eckersheim, c'est Guy Walter de Dingsheim, et c'est Pierre Rosenzweig qui a fait la grève de la faim avec nous. Donc je vous propose qu'on se recueille juste quelques instants en leur mémoire et en leur combat. Qui ne sont plus dans le collectif parce qu'ils ont retourné leur veste. Alors on peut en particulier, là aussi on prend des risques quand on commence à citer, mais on peut citer un syndicat agricole, la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui faisaient partie du collectif au début et qui ont préféré commencer à négocier les remembrements pour leur propre intérêt d'une certaine façon. On peut aussi citer évidemment le retournement de veste de 2 personnes de l'Eurométropole de Strasbourg qui a probablement fortement contribué à ce que ce GCO se réalise. C'est Roland Ries, le maire de Strasbourg de l'époque, et Robert Herrmann, le président de l'Eurométropole de l'époque. Alors, oui, on les remercie pas. Alors, nous avons connu pendant ces 20 ans de lutte le simulacre de démocratie. Nous avons connu le semblant de justice, mais nous avons aussi connu la vraie violence de l'État, et notamment les personnes qui ont été délogées de la ZAD de Kolbsheim et aussi à d'autres endroits peuvent en témoigner. GCO Non Merci a aussi été une très bonne école de citoyenneté. Ce que nous avons appris, ce que nous avons fait ensemble, doit servir à d'autres luttes, ici, ailleurs. Nous devons, partout, à toutes les échelles, essayer et continuer à lutter contre les lobbies qui, on le sait, sont des instances qui sont très très fortes et qui réussissent à imposer des projets qui ne sont pas des projets en faveur de l'intérêt général, mais qui sont des projets en faveur de l'intérêt d'un certain nombre de groupes de pression, des multinationales ou autres. Et donc nous devons continuer partout, à tout niveau, à porter ce combat qui est en fait un combat culturel, un combat de ce que nous voulons être en tant que société humaine, quel rapport nous voulons entretenir avec la nature, quel rapport nous voulons entretenir entre êtres humains. Et ça, c'est vraiment un combat culturel pour changer de modèle de société. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas seulement de la technique, c'est vraiment un combat culturel autour de la société que nous voulons. Et la transition écologique et ce changement, ça ne viendra pas d'en haut. La transition écologique qu'on est en train de nous proposer, c'est en fait un moyen de gagner du temps pour qu'au fond, rien ne change. Que les rapports de force ne changent pas, que les positions des uns et des autres ne changent pas, et que ceux qui sont dominants aujourd'hui continuent à rester dominants. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à avoir un travail critique. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à se battre, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à chercher à bloquer des projets qui vont dans ce sens et qui empêchent en réalité la transition écologique et citoyenne de se mettre en place. C'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça que nous avons été là depuis 20 ans. La lutte n'est pas terminée, il faut continuer
c'est un enjeu extrêmement important pour nous et aussi pour les générations à venir. C'est en gros ce que nous allons faire ce matin, le petit programme qui est prévu. On va d'abord entendre Danny Karcher qui va faire une petite rétrospective de ces 20 ans de GCO non merci. Ensuite, Luc Hubert, qui est aussi une personnalité emblématique de ce collectif, nous proposera, sous une forme qui lui est propre, aussi un regard sur cette histoire de GCO non merci, de ces 20 ans de GCO non merci. Ensuite, nous entendrons des personnes qui continuent aujourd'hui à se battre contre un certain nombre de projets parce que la lutte de GCO non merci et les luttes en général ne se sont pas arrêtées avec la construction de cette infrastructure. Il y a encore beaucoup d'autres enjeux qui sont contre lesquels il faut se battre et nous entendrons notamment Julien Iji et Alain Yound et aussi Bruno Dalprat qui nous parlera de la déroute des routes. Ensuite, nous irons nous déplacer juste là-bas à côté du tilleul, enfin du tilleul le plus grand puisqu'il y en a deux, pour dévoiler la plaque qui va inaugurer cette plaque qui commémore l'histoire de ce tilleul. Donc on vous en parlera tout à l'heure, je vous raconte pas tout, mais ce tilleul a aussi une petite histoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis Dany, si tu veux bien prendre le relais, tu grimpes. C'est un exercice qui pourrait durer des heures, mais aussi je m'en tiendrai beaucoup, en tout cas j'essaierai, à la lutte liée à ce lieu. Mais d'abord, je tiens à préciser qu'on ne naît pas opposant, on le devient. Et c'est en 1975 que j'ai entendu la première fois parler de ce projet. C'est mon père qui m'en a parlé, là-haut sur la colline, en me disant qu'un jour, une route doit passer ici. La deuxième fois, c'est quand j'étais élu maire, au début de mon premier mandat en 2001. Un agriculteur vient me voir me dire qu'on fait des forages dans les champs. Et quand on demande ce que c'est, on dit que c'est pour l'autoroute. Et la direction régionale de l'équipement, à l'époque contactée par la mairie, nous a fait parvenir une très jolie plaquette qui décrit 5 options de contournement, mais qu'il était prématuré d'en dire plus. 2 mois plus tard, toujours des forages dans les champs, l'agriculteur vient me revoir et c'est à 150 mètres de la première maison et c'est toujours pour l'autoroute. Donc on nous explique cette fois-ci que c'est en 1999 qu'il y a eu un débat sur 5 options et que c'est celle-ci qui est la plus efficace, la plus respectueuse de l'environnement qui a été choisie. On décrit un petit peu dans les grandes lignes le tracé, mais pas le détail. Par contre, la mise en route, si je puis dire, est prévue pour 2010. Nous n'étions à l'époque ni choqués, ni même contre, mais ça nous a fait réfléchir au conseil municipal. Je vois quelques têtes qui devraient s'en souvenir avec moi. Et vers la fin de l'année, nous avions de gros doutes sur l'utilité de ce projet. Et l'année suivante, nous commencions à nous exprimer contre. Mais que faire seul? Comment être entendu? C'est lors de Journée du patrimoine à Colpsheim que je fis la connaissance de Michel Dubromel, qui était à l'époque responsable transport d'Alsace Nature, et qui me dit qu'il fallait en parler aux autres élus, à commencer ceux du tracé. Et lorsque mes collègues voisins me reprochèrent de défendre des intérêts privés, ceux du château, je compris qu'il fallait mettre l'accent sur ce que nous avions commencé à comprendre à Colpsheim, l'inutilité du GCO. C'est en 2003 qu'eurent lieu les premières consultations du public sur les études préliminaires du projet, c'est comme ça que ça s'appelait, une série de réunions dans les villages du tracé. Des réunions, voilà, où nous pourrons discuter avec d'autres personnes. Et nous avons rencontré des collègues maires, des militants d'associations, des agriculteurs. Et c'est ainsi que s'est constitué un petit groupe qui va prendre progressivement de l'importance et qui très vite portera le nom de GCO Non Merci. C'est à la soirée de présentation de Colpsheim que je fis la connaissance de mon ami, j'allais dire compère, Luc Hubert. Nous nous croisions déjà en tant que collègues, mais sans avoir à bosser ensemble. Il représentait Alsace Nature ce soir-là et me demandait si j'étais pas gêné, en tant qu'élu, de mettre la salle communale à disposition de la DRE pour qu'elle fasse la promotion du contournement. Je lui répondis que j'utilisais la salle pour que mes concitoyens puissent s'informer. Et quand il m'a dit, mais si Alsace Nature te demande ça, est-ce que tu la donnes aussi? Je dis, ben oui, bien sûr, Alsace Nature aura droit également. Et je crois qu'on peut dire qu'on ne s'est plus quitté depuis.
Commencèrent alors une série de réunions qui prirent de plus en plus la forme de contestation. Il fallait expliquer à monsieur tout le monde que le GCO n'est prévu ni pour les Strasbourgeois ni pour les Alsaciens. Combien en avons-nous animé de conférences et de débats? Il était également nécessaire de donner vie et envie aux citoyens de s'informer, et c'est ainsi que le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui a accueilli le 14 juillet 2004 une énorme banderole non au GCO. On peut reconnaître sur les photos les maires de la communauté de communes Les Châteaux, des agriculteurs, des militants, et ces banderoles-là fleurirent sur une grande partie du... J'en ai que 24. En 2005, nous avions obtenu de la préfecture qu'une contre-expertise du projet soit réalisée. Ce sera le fameux rapport TTK, seule étude à notre connaissance indépendante et qui confirmera que le GCO est la moins bonne solution au problème de congestion de Strasbourg. 2006 sera l'année de l'enquête publique, où une énorme majorité des contributeurs donnera un avis défavorable, ce qui n'empêchera pas la commission d'émettre un avis, lui, favorable. Néanmoins, avec 4 réserves, dont, à ma connaissance, une n'est toujours pas levée. La déclaration d'utilité publique ne sera prononcée qu'en 2008, à quelques jours avant la fin du délai. Je me demande si c'était pas l'anniversaire de René, le jour où ça a été prononcé. Donc plusieurs recours seront déposés, et il est intéressant de noter que le rapporteur du Conseil d'État, en 2010, conclura qu'il faut annuler la déclaration d'utilité publique. Mais le Conseil d'État, qui mettra 3 mois à s'exprimer là où généralement il met 15 jours, ne suivra pas l'avis du rapporteur et validera l'utilité publique. Le verdict tombera entre les 2 tours des élections régionales. Et on pourra ainsi se mettre à la recherche d'un concessionnaire, c'est-à-dire celui qui va construire la route et qui va se rémunérer via un péage. Vinci est pressenti, mais a du mal à boucler son dossier, et en 2012, Hollande vient d'être élu président. On décide de mettre fin à ce contrat de concession. Il faut peut-être rappeler ici que Roland Ries était le conseiller transport du futur président et même, je crois, pressenti pour être ministre des Transports, et on pense qu'on lui doit peut-être ce point-là. Les journaux titraient alors « Arrêt de mort, enterrement de première classe », alors que l'utilité publique, elle, n'a jamais été annulée. Les différents lobbies qui nous avaient jusque-là laissé jouer dans notre coin allaient contre-attaquer. Ils vont sortir la grosse Bertha. Ils vont mettre les moyens. Nous allons connaître ce que c'est le côté obscur de la force. La Chambre de commerce et d'industrie, le MEDEF, donc le patronat, le Conseil général, le Conseil régional, l'Automobile Club et les syndicats des transporteurs vont tous faire pression sur le gouvernement afin de le faire revenir sur la décision. La Chambre de commerce et d'industrie va publier un document de 44 pages qui s'intitule GCO 2016, tous gagnants, qui montre que Strasbourg sera fluide. Ils ont aussi acheté des pleines pages dans les journaux, des placards publicitaires dans la ville de Strasbourg. Ils ont également commandé un sondage qui conclut qu'une très grande majorité des entreprises est pour le GCO. Les questions étaient du style « Est-ce que vous allez à Strasbourg ? Est-ce que les bouchons vous embêtent ? La solution, c'est le GCO. Est-ce que vous êtes pour ? Ce n'est pas caricaturé. Roland Ries avait promis une réunion avec le ministre des Transports aux représentants des milieux économiques alsaciens, et le résultat, c'est qu'une mission d'expertise va être confiée au Conseil général de l'environnement et du développement durable au printemps 2013. En juin 2013, paraîtra aussi un rapport qui s'appelait Mobilité 21, ce qu'on appelait le rapport Duron, qui a jugé que ce projet soulève de nombreuses interrogations quant à sa pertinence et l'a déclaré non prioritaire. Nous aurions dû être confiants, mais nous avions déjà compris que la vérité était ailleurs. Un homme d'État pense à la génération suivante, dit-on, mais un homme politique pense à sa prochaine élection. Sa myopie sur des sujets importants peut devenir aussi surprenante que suspecte face à une prochaine échéance, et il va, selon le cas,
changer d'avis, mentir, retourner sa veste, pour finalement rejoindre l'avis de lobbyiste. Le rapport de la mission sortira 4 mois avant les élections municipales de 2014, en même temps que le Beaujolais nouveau. Le président de la CCI dira « Les lobbies ont bien fait leur travail », le maire de Strasbourg ne dira plus rien. Mon ami Luc disait « Le GCO nouveau, il sent déjà le bouchon ». Le GCO vient de devenir le COS, et à part ça, c'est le même projet. Pendant que Vinci sera un nouveau pressenti concessionnaire, notre collectif va de nouveau faire de la pédagogie en multipliant conférences et réunions. Dans toutes leurs publications, les lobbies ne mentionnaient jamais le péage, si bien que beaucoup de citoyens pensaient que c'était une invention des opposants. Une des idées était alors de construire le long du tracé des cabanes, censées représenter ces péages et qui deviendraient être à la fois des lieux d'échange et de communication avec ceux qui voudraient s'arrêter. C'est ainsi que le 27 septembre 2014 a été inauguré ici, à cet emplacement, la cabane de Kolbsheim, sur ce même lieu. Et elle en aura vu du monde. Pendant plusieurs années, elle aura été régulièrement un refuge pour les jeunes écologistes de Strasbourg, crèche lors de marché de Noël et stand ainsi que support de communication tout au long de son existence. Sur les photos, vous pourrez reconnaître la future maire de Strasbourg, un futur sénateur, de futurs conseillers régionaux et même, j'ai eu, futur maire de Kolbsheim et de Braunschweig-Ersheim. On n'est pas de notre côté. On aura même croisé à cet endroit quelqu'un qui s'appelait Emmanuel Cos et qui dénonça ici même l'absurdité du projet en rejoignant 10 jours plus tard le gouvernement qui signa le contrat de concession. En 2017, ce lieu accueillera la roulotte qui ira vers la ZAD du Moulin et où dormira entre autres José Bové. Par la suite, des constructions s'ajouteront et l'endroit sera appelé le spot par les zadistes qui l'occuperont. Cette même année, le 20 septembre, nous réussirons, grâce aux zadistes, à nos concitoyens, la proximité maire-pasteur peut-être aussi, mais aussi, et je tiens à le réaffirmer, l'intervention de notre député de l'époque, Martine Moner. Nous avons réussi à faire repartir Vinci et les machines qui étaient venues détruire notre forêt. Nous avions bien compris qu'ils reviendront l'année d'après avec des renforts, sans imaginer que ce serait 500 gardes mobiles avec des camions, un hélicoptère et beaucoup de gaz lacrymogène. C'est ainsi que le 10 septembre 2018, c'est nous qui sommes évacués de la ZAD du Moulin et les zadistes se rabattront, les uns vers ce qu'on a appelé le verger, les autres ici au spot. Les forces de l'ordre sont restés longtemps à protéger le chantier et la forêt a été en partie détruite, les terres agricoles de même, et il arriva un moment où le terme de zone à défendre n'avait plus beaucoup de sens. C'est ainsi qu'à l'automne 2019, les derniers occupants ont quitté les lieux sans violence aucune avec les forces de l'ordre. J'en profite pour dire que nous avons toujours condamné la violence sous toutes ses formes. Nous l'avons juste subie. Voici pour l'histoire du lieu. Mais je tiens également, puisque c'est aussi, et j'ai envie de dire surtout pour le tilleul d'Alsace Nature que nous sommes présents ce matin, vous raconter une histoire. Cette histoire, vous la connaissez tous, c'est celle d'un menuisier qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui a mis tout son amour dans la fabrication d'un pantin. Il aurait tellement aimé que ce soit son vrai garçon, à tel point que une fée bleue avait entendu le vœu du vieil homme et avait décidé de le réaliser. Et elle donnera vie au pantin, qui pourra un jour devenir un vrai garçon à condition d'être bon, sage, obéissant, aller à l'école. Et la fée nomma également un criquet qui se planquait dans l'atelier, Conscience,
de la marionnette. Mais Pinocchio, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se laissera influencer par de mauvais garçons, des compères, qui le persuadèrent d'aller s'amuser plutôt que d'être studieux à l'école. Il se fit, vous connaissez l'histoire, exploiter, il se fit emprisonner malgré les avertissements de sa conscience, Jiminy Cricket. Il lui faudra plusieurs fois l'aide de ce dernier pour finalement revenir dans le droit chemin. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec nos pantins décideurs de politique. En alsacien, on dit Hampelmann, qui eux se laissent aussi facilement entraîner par les compères qui leur font miroiter monts et vervieilles. Accompagnez-nous dans ce projet qui ne vous coûtera rien et qui réglera tous les problèmes de Strasbourg, rien de l'Alsace. La marionnette nous dira alors, le GCO supprimera les bouchons de Strasbourg, et son nez commence à s'allonger. En plus, on supprimera la pollution, rajoute-t-il, et le nez s'allonge encore. Et cela ne coûtera pas 1 euro à la collectivité. Et son nez devient de plus en plus long. Pourtant, sa conscience n'a pas arrêté de l'avertir. Tu ne peux pas les croire. Qui sème la route récolte le trafic. Et ajouta encore écrit, tu ne peux pas supprimer un problème de congestion si tu multiplies les causes qui l'ont créé. Ou encore, en laissant détruire terre et forêt, tu détruis en même temps la biodiversité, donc la vie. Cette conscience cricket chez nous, vous l'aurez compris, pour moi, c'est Alsace Nature. Et ce cricket a encore du pain sur la planche quand je vois nos marionnettes de décideurs ont toujours du mal à résister aux sirènes de nos compagnons voyous. Je trouve d'ailleurs que la dernière en date vaut son pesant de cacahuètes. Pinocchio Bieri veut inciter les automobilistes à prendre le train et ainsi désengorger l'A35. Parfait. Mais pour cela, il veut construire une route qui va longer un chemin de fer pour aller d'une gare à une autre gare. Cherchez l'erreur. Oui, aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de ce cricket et notre conscience Alsace Nature a encore bien des combats à mener. Et nous serons à ses côtés pour l'aider. Merci pour votre attention. Bravo, bravo. Désolé, moi je suis beaucoup moins bon, mais bon voilà. Et puis une chanson ne sauve pas le monde, hein, sinon ça se saurait. Bon, un discours non plus, mais des fois ça fait du bien. Voilà, donc j'ai résumé, pardon. Non, non, parce que la guitare elle n'est pas amplifiée non plus. Vous m'entendez? Oui, voilà, oui, ça va. Rapprochez-vous. Juste un petit truc avant de commencer, il faut que j'expose Roland Boischu qui m'a demandé de l'exposer, qui était vraiment avec nous depuis 2006 et qui aurait bien aimé être là, mais bon, il n'est pas disponible. Voilà. Et alors bon, je vais raconter un peu la même chose que Dany, mais en résumé. Et donc, comme chaque point tient sur 2 ou 3 strophes, lignes, ce sera un peu caricatural pour certains, mais tout ce que je vais dire là, je peux l'expliquer si vous voulez des explications complémentaires après. Voilà. Voilà, ça devrait aller. Voilà, donc c'est en blues rock, donc le côté rock pour la résistance, parce que jusqu'au bout on a résisté, on n'a jamais lâché, contrairement à certains. Et puis le côté blues, parce que c'est quand même une histoire un peu triste. Voilà. Il y a 20 ans déjà, par un beau soir d'automne 2003, est né un grand espoir. Notre collectif s'est constitué pour des alternatives au tout routier, au GCO. On a dit merci, non merci. On parlait pas trop à l'époque de Vinci. En 2 décennies, il y en a eu du vécu. Loyauté, Billénie, on a tout connu. Et aujourd'hui, je veux nommer ici tous nos chers amis qui nous ont trahis. Pour le GCO, on vous dit pas merci. Ou les collabos, les vendus à Vinci.
À tout seigneur, tout honneur, c'est lui qui ouvre le bal de la bande de lâcheurs qui nous ont fait si mal. Il était pourtant cohérent, notre ami Roland, mais sous la pression, il renia ses convictions. Pour le GCO, on te dit pas merci. Toi le socialo, vendu à la CCI, ils se sont affichés en temps avec nous, pendant qu'en secret, ils parlaient gros sous. Ils faisaient leur beurre, sans scrupules, sans fracas. Les agriculteurs, la FNSEA, pour le GCO, on vous dit pas merci. Vous les collabos, les vendus à Vinci, on les compte plus, les politiciens, les maires, les élus, même le grand Adrien. L'Alsace, il disait, c'est notre passion, puis ils l'ont sacrifié à un couloir à camion. Pour le GCO, on vous dit pas merci. Vous les mirons, aveuglés par Vinci, avec nous ils se battaient. Le maire de Vendenheim, il s'est fait retourner par Robert Herrmann en échange d'un poste dûment négocié. Et c'est Pia Ims qui le lui a donné. Pour le GCO, on te dit pas merci. Toi le collabo, le vendu à Vinci. Y a ceux qui disaient que le GCO, pour le Koersberg, serait un fléau. Avec le fléau, ils ont négocié, et puis beaucoup trop se sont résignés. Pour le GCO, on vous dit pas merci. Vous les courbez du dos face à l'État Vinci. Ces dernières années, on en a bavé, les zadistes et nous, sous les gaz et les coups. Les flics obéissent au préfet, c'est pas ça le souci. Ce qui me révolte, c'est que le préfet prend ses ordres chez Vinci. Pour le GCO, on dit pas merci. Au chef de Paris, tous complices de Vinci. Quand on a une nuisance, c'est pas très fair-play de la refiler vers d'autres contrées. La vraie élégance commanderait de se rassembler pour la juguler. Pour le transit poids lourd, on dit pas merci à nos amis de Strasbourg qui font le jeu de Vinci. La morale de cette histoire, c'est qu'au bout de 20 ans, on s'est bien fait avoir par ceux qui nous ont foutu dedans. Mais je leur rappelle la fable qui dit qu'à la fin, quand on vend son âme au diable, c'est le diable qui gagne. Pour le GCO, on leur dit définitivement pas merci.
à Luc là pour ce très beau moment passé et cette très belle chanson. C'est impressionnant, on a des vrais artistes, des politiciens mais également artistes, hein, comme quoi. Non, mais ça on l'a pas entendu, on l'a pas remarqué, c'est les paroles qu'on a le plus retenues. En tout cas, voilà, je vous remercie de votre présence, ça fait chaud au cœur de vous revoir pour certains. Moi je suis plus jeune dans le combat contre le GCO. J'ai été élu uniquement en 2020 et justement sur le modèle, sur l'exemple de mes prédécesseurs, pas du Picagne nécessairement, mais Luc tout particulièrement et Dany, que j'ai appris à connaître justement dans la lutte contre le GCO. Et voilà, ce sont un peu mes modèles que j'admire et que je continue à admirer pour leur persévérance, leur détermination et leur foi dans ce qu'ils font. Donc merci à eux d'être là et de continuer à pas baisser les bras, parce que finalement ils n'ont pas tourné le dos à cette cause, à cette lutte, ils n'ont pas tourné le dos à tous ceux qui finalement continuent à se battre. Au contraire, et pourtant ils ont été durement frappés, ça a été une épreuve pour eux personnelle et également parce que ça n'a pas été tous les jours facile. Ils l'ont payé véritablement, ils ont pris des coups au sens propre et physique presque, hein, pour Dany notamment. Donc vraiment je les salue encore et je leur dis toute mon admiration. Alors je suis aujourd'hui ici présent pour notamment parler d'une des conséquences du GCO, puisque finalement le GCO c'est une hydre à plusieurs têtes. Malheureusement, elle ne se limite pas juste à la construction, je dirais, d'une énorme route qui a consommé près de 330 hectares, je crois Bruno, c'est bien ça. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose de très important. Il y avait également d'autres projets connexes à ce GCO, et je parle tout particulièrement d'une route qui nous affecte nous à Dupicagne, mais pas que. C'est la liaison GCO-Ensheim. Donc cette liaison, c'est un barreau routier qui était censé relier Ensheim jusqu'à Molsheim. À un moment donné, c'était un peu le projet fou qu'ils avaient de relier tout le long de la voie ferrée un nouveau corridor de plus de 8 km. Alors finalement, entre-temps, donc ce projet est né dans les années 70 également, tout comme le GCO. Les choses ont quelque peu évolué, l'urbanisation étant, ce tronçon ne peut plus aujourd'hui se faire dans son intégralité. Pour autant, au lieu de tirer les leçons du GCO, il y a toujours un projet de faire une liaison entre Ensheim et Dupicagne, et plus particulièrement le GCO, puisque c'est bien de cela dont on parle. Cette route, effectivement, est destinée à relier le GCO à Ensheim, au pôle intermodal, comme ils appellent ça, d'Ensheim. Alors, cette route a changé de dénomination au fil du temps. Au début, elle s'appelait la liaison GCO-Ensheim. Donc là, à ce moment-là, les choses étaient claires. C'était une route destinée aux camions et pas à autre chose, pour permettre au commerce et à l'activité commerciale de prospérer. Ensuite, la liaison, en 2021, s'est dénommée liaison Dupicagne-Ensheim. Donc évidemment, ça permettait de déconnecter le nom de GCO, parce que là, à ce moment-là, on avait pris conscience qu'il y avait une certaine hostilité de la part des habitants et d'une grande partie de la population, même si elle ne s'est pas toujours exprimée comme on l'aurait souhaité, ou en tout cas de manière aussi massive, même si on est largement soutenu par les gens. Et ensuite, tout récemment, cette liaison s'appelle la liaison intermodale Dupicagne-Ensheim. Donc là, voilà, on change les noms, on change les dénominations, on ruse, encore une nouvelle ruse, justement, dédiée et destinée à tromper les gens. Et c'est bien de ça sur lesquels on peut s'offusquer, c'est de vouloir biaiser, ne pas dire les choses comme elles sont, ne pas informer la population qui a le droit de savoir de quoi il en retourne. Donc ce projet a commencé à se matérialiser parce que ce n'est pas qu'un simple, une idée comme certains peuvent le laisser à penser, pas du tout. Cette liaison s'est vue inscrite dans le contrat triennal 2018-2020 conclu entre l'État, la région, la CEA et l'Eurométropole. Bon, vous reconnaîtrez une fois de nouveau la patte de certains interlocuteurs, partenaires qui nous ont déjà fait des misères, et les revoilà. Voilà, décidément, ils en ont pas assez, ils n'ont toujours pas compris. L'objectif à ce moment-là, dans ce contrat triennal, conclu donc entre ces 4 partenaires, dont les collectivités sont absentes, en tout cas celle de Dupicagne n'existe même pas, l'objectif était clair, c'était relier directement la plateforme aéroportuaire et son pôle multimodal au COS. Il vise à accompagner la mise en service du COS. Voilà, donc ça c'était effectivement dans le contrat, écrit noir sur blanc, donc pas d'ambiguïté, c'est bien une résultante du GCO. On est bien sur un lien, on a un lien direct entre ce projet et le GCO malheureusement. Donc comme on l'a dit précédemment, la lutte n'est pas véritablement terminée puisque les projets continuent. Et ce financement quadripartite était alors prévu de 5 millions d'euros. On lui avait déjà donné un petit nom à cette route, la D221,
Et il était déjà matérialisé sur des cartes. Et je crois même qu'à l'époque, j'avais vu un article des DNA qu'il avait déjà dessiné sur une carte. Alors, est-ce que vous en aviez entendu parler? Ça, je ne sais pas. Est-ce que la population, dans sa grande majorité, était seulement au courant de ce projet? Oui? D'accord. Pourtant, à Dupikheim, il y en avait beaucoup qui l'ignoraient, qui ne le savaient pas. Et heureusement, finalement, les élections sont passées par là. Et on a vu enfin un changement, un souffle de renouveau, de nouveaux élus qui avaient peut-être une conscience un petit peu plus fine, un peu plus éclairée des enjeux environnementaux et de ce que nous, les politiques, on laissera à nos enfants, à nos petits-enfants. Et effectivement, on a vu enfin une mairie écologiste, des élus écologistes à l'Eurométropole, des élus plus éveillés également dans différentes communes. Dans la continuité de Dany, on a vu Annie, évidemment, moi, Braunschweig-Ersheim, Duttlenheim, Ernolsheim, bref, un changement majeur qui tenait à la réalisation de ce GCO. C'était aussi ça, finalement. Les gens se sont peut-être pas exprimés violemment dans la rue, ce qu'on ne souhaitait d'ailleurs pas, mais ils se sont exprimés par les bulletins de vote. Mais ça, une fois de plus, mystère, on ne comprend pas pourquoi, finalement, certains politiques ne l'ont pas saisi. Pourtant, c'est une réalité. Donc c'est aussi pour ça que je suis là. Alors évidemment, suite à ce changement d'équipe, de majorité, ils ont décidé, dans leur grande sagesse, enfin c'est peu dire, de ne plus dire que cette liaison GCO-Ensheim allait se réaliser. Et on avait mis dans le contrat triennal 2021-2024, pas moi, les différents élus, mais nous on était évidemment hors jeu, ils avaient décidé de ne mettre plus que les études. Donc on aurait pu penser, et c'est ce qu'on imaginait alors, que le projet avait été définitivement abandonné. Mais contre toute attente, comme quoi même avec le GCO, comme avec le GCO, même des projets qu'on semblait presque abandonnés ou qu'on pensait oublier, ressurgissent. Donc il y a des gens toujours aussi abrutis qui comprennent pas, qui décidément il faut leur taper dessus sur la tête pour qu'ils comprennent et que ça rentre dans la caboche. On vient d'apprendre, ça y est, qu'il y a à nouveau le souhait d'inscrire cette liaison GCO-Ensheim dans le nouveau contrat triennal 2023-2026. Alors heureusement, j'ai pu être informé grâce à Alain Youn, que je remercie, qui est vice-président des mobilités à l'Eurométropole, qui nous a effectivement alerté sur ce projet. Et c'est là que on a à nouveau été stupéfait de se rendre compte qu'il n'avait toujours pas compris. Alors cette fois-ci, ça s'appelle une liaison intermodale. Donc je suppose que c'est lié au fait qu'on puisse prendre la voiture, le train, l'avion. Voilà, donc superbe. Cette fois-ci, dans cette nouvelle étude, il n'y a même plus mention d'une piste cyclable. Voilà, la piste cyclable, après tout, pourquoi faire? La voiture, c'est tellement mieux. Alors ce cauchemar ressurgit. Le projet en question, c'est 3 km de route, jusqu'à 15 hectares de terres arables consommées, et jusqu'à 15 millions d'euros, voire même 17 millions d'euros d'investissement à réaliser. Avec des ouvrages d'art pour franchir le bras de l'Altorf, fermeture de passage à niveau, et des ouvrages d'art qui vont pouvoir passer au-dessus du passage à niveau. Bref, un projet absolument brouillon, fouillis, incompréhensible, dont les objectifs sont devenus vraiment très nébuleux. Les objectifs de ce projet, à notre sens, c'est d'ailleurs ce qui était dans l'étude de 2021, sont clairement le développement économique des zones d'activité et le transport des camions, et le transport sur route des camions. Donc on est là sur un projet qui peut sembler presque tout petit, 15 hectares par rapport au GCO. Oui, mais non. En réalité, derrière, il y a des enjeux qu'on ne nous dit pas, ou plus nécessairement, ou pas nécessairement, parce qu'on est certainement trop bête pour le comprendre. Il y a notamment la zone d'activité des châteaux à Angenbieten. Ce sont 25 hectares de terrain qu'ils souhaitent artificialiser pour y mettre des entreprises dont on suppose qu'ils seront des entreprises de logistique. Il y a une autre zone à Holzheim de 18 hectares qui s'appelle Pana. Il y a le Sky Park qui dispose, le Sky Park, c'est la zone aéroportuaire qui dispose encore de nombreux hectares, à peu près 6 hectares à artificialiser. Et toujours encore à Ensheim, ils ont une réserve foncière, l'aéroparc, de 50 hectares. Donc si on fait le cumul, on est presque à 100 hectares de terre à artificialiser. Voilà le véritable enjeu de cette liaison GCO-Ensheim. Ce n'est pas juste une petite route pour permettre à certains élus de vivre plus confortablement. Puisque moi, en off, on m'a expliqué que cette route, elle est portée essentiellement par la CEA, bien sûr. Une fois de plus, notre ami Bierry, qui n'est jamais à court de bonnes idées. Mais également le maire Laurent Ulrich de Angenbieten,
qui voit là l'occasion certainement d'avoir un peu de taxes foncières supplémentaires, et le maire d'Ensheim, Laurent Humann, qui lui voit simplement l'intérêt de cette route dans le sens où les gens ne passeront plus dans son village le matin de bonne heure quand il y a des bouchons sur le GCO. Donc c'est vrai que quand on entend ces arguments en off, on est de quoi être effaré, en se disant mais c'est complètement fou d'en arriver à ça. Là où je m'interroge aussi, c'est comment on a pu inscrire des études en 2021-2023, 3 ans d'études sur cette liaison GCO pour aboutir à un dossier qu'on pourra vous présenter ultérieurement, qui est absolument ridicule. Un dossier qui n'est même pas à jour, les chiffres sont faux, les plans de prévention des risques d'inondation ne sont pas à jour. Enfin, bref, ça ressemble presque à des emplois fictifs, hein, parce que franchement, 3 ans d'études pour aboutir à ça, c'est absolument scandaleux. Alors nos craintes, évidemment, c'est, vous l'aurez compris, l'artificialisation très importante des ces 15 hectares projetés de route, mais également tous les autres projets connexes. Une route qui passe le long d'une zone de compensation du GCO. Donc là aussi, c'est une hérésie. Ils ont construit ils ont rasé des arbres pour réaliser une zone de compensation du GCO. Alors déjà, chercher l'erreur. Et cette nouvelle route passera le long de cette zone de compensation, qui est justement, dont un des objectifs, c'est de laisser une certaine quiétude aux animaux pour qu'ils puissent s'y développer. Donc bon, à nouveau, on met une route à côté, c'est tout à fait logique. Donc on fait des zones de compensation qui ne servent à rien. Mais bon, ça, on l'avait bien compris, que leur objectif, c'était pas de faire quelque chose d'utile, en tout cas du point de vue de l'environnement. Nous avons également la crainte d'une coupure de la trame verte qui relie Blesheim à la Bruche, parce qu'en fait, il y a un schéma régional de cohérence de l'environnement écologique, qui stipule que nous devons créer une trame verte entre Blesheim jusqu'à Dutlenheim. Bon, on a eu le GCO, ok. Donc l'État nous demande de mettre en œuvre les moyens pour pouvoir réaliser une trame verte. Bon, c'est désormais rendu bien difficile. Une autre trame verte va de Blesheim jusqu'à la Bruche, donc en passant par Dupikheim et un petit peu Hagenbitten. Là également, on veut nous faire une route, donc qui va couper également cette trame. Donc à un moment donné, il faudrait être cohérent. On nous demande de réaliser des choses et en même temps, on nous construit des routes et ce sont les mêmes personnes qui nous demandent de faire qui nous imposent ces deux choses. Donc c'est complètement kafkaïen. Mais voilà, c'est le lot quotidien de vos élus, malheureusement. Évidemment, pour Dupikheim, c'est aussi une crainte d'être totalement encerclé. À l'ouest, l'aéroport, au sud, l'A35, à l'ouest, le GCO, et au nord, cette nouvelle départementale qui devrait charrier plus de 5500 véhicules jour. Mais bon, on connaît les prévisions toujours farfelues de ces partenaires. On ne sait jamais, voilà, ils indiquent un chiffre, on ne sait pas si c'est au doigt mouillé, on n'a même pas les études qui permettent d'établir comment ils ont calculé ça. Mais voilà, donc cette route, vous l'aurez compris, c'est malheureusement une extrêmement mauvaise nouvelle et je compte évidemment sur la mobilisation de toutes et de tous pour ne pas finalement baisser les bras. Et c'est pour ça que finalement le collectif GCO Non Merci, il a toute sa justification encore et tout son rôle, son utilité. On pense, voilà, GCO Non Merci, on l'associe uniquement GCO, mais ça va bien au-delà du GCO. Vous le voyez, il y a d'autres projets et votre mobilisation est importante. Il faut que vous restiez encore présent, alerte. Et ça, j'en suis tout à fait gré de ce que fait le travail du collectif. Depuis ces nombreuses années, vous nous avez soutenus, vous soutenez les petits maires qui essayent de se battre contre des projets inutiles, comme on l'a dit, et vous verrez qu'il y en a encore bien d'autres. Votre collectif est donc largement légitime. Et vous toutes et tous, vous avez toujours encore un rôle à jouer, une place pour soutenir ces actions-là et cette lutte-là, elle n'est pas terminée. Je tiens évidemment j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à lutter et à éveiller les consciences, dont la mienne, et tout particulièrement les élus que j'ai cités précédemment, les nouveaux élus, Alsace Nature, évidemment, sans l'expertise de qui nous n'aurions pas pu remporter quelques victoires, ne serait-ce que celle électorale, ou même celle de réunir des gens autour de nous pour lutter contre ça. Et merci à son avocat aussi, qui n'est pas présent aujourd'hui,
Maître Zint, qui est formidable et qui est devenu aussi un peu l'avocat de la commune sur d'autres projets. J'ai appris à le connaître à l'occasion de cette lutte. Donc merci à toutes ces personnes et je ne peux pas les citer parce que vous êtes trop nombreux et je sais qu'il en manque. Je sais que certains sont toujours présents à nos côtés, même de cœur, et certains sont malheureusement partis. Mais voilà, moi je les oublie pas. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à eux. Et je souhaite qu'on vous applaudisse bien fort, qu'on s'applaudisse bien fort, parce que pour s'encourager et continuer à lutter ensemble, collectivement, pour justement nos enfants, nos petits-enfants, parce qu'on est là pour eux. Et mon petit garçon est là justement pour m'accompagner à mes côtés, et j'espère que ça lui laissera aussi un souvenir, que voilà, les gens étaient là, des gens étaient là pour lui, pour que demain, il ait un avenir plus radieux que celui qu'on a construit avec le GCO. Mais je suis convaincu que ce n'est pas perdu et votre présence le montre. On est toujours là, on est toujours fort et on remportera des combats, j'en suis certain. Wensheim, je suis sûr qu'elle ne se fera pas, surtout avec votre soutien, avec le soutien des élus également. Je pense à Doris tout particulièrement qui m'encourage. Merci à vous tous et merci à Alsace Nature, merci à GCO, non merci. Des élus qui ont retourné leur veste. J'espère qu'il en reste encore beaucoup qui continuent à porter leurs convictions, et c'est notamment le cas à Strasbourg, mais je vois aussi des élus de Schiltigheim qui non seulement ont été à vos côtés depuis une vingtaine d'années et qui continuent à porter un certain nombre de choses. Je voudrais d'abord vous apporter le salut à la fois de Karim Adeli et de José Bové. On m'avait chargé de les contacter pour les inviter. Les délais étaient un peu courts, mais en tout cas, ils ont répondu très rapidement en disant d'abord qu'ils s'excusaient et qu'ils ne pouvaient pas venir, mais les souvenirs de combat qu'ils ont eus avec vous, avec nous, je dirais, restent toujours tout à fait présents. Par rapport à ce que vient de dire Maurice, j'ai parfois l'impression qu'effectivement que l'histoire est un éternel recommencement. Et ce matin, pour ceux qui écoutent France Inter, on parlait de la A69 et il y avait François Gémen qui intervenait et qui disait et qui redisait qu'effectivement, je dirais, l'histoire, dans les mauvais sens du terme, ne s'arrête pas, mais il disait aussi qu'il faut surtout pas baisser les bras. Il faut d'autant moins les baisser que, vous le savez, il y a quelques jours, mais c'est aussi un peu le cas aujourd'hui, il faisait 28 degrés, 30 degrés à Strasbourg, et qu'on a l'impression que ce que nous disons d'un côté sur le climat, de l'autre côté, souvent les mêmes, continuent à avoir un certain nombre de projets. Donc je dis, 20 ans, ce n'est surtout pas fini. Je voudrais donner un certain nombre de chiffres, notamment par rapport au GCO. Je le redis ici, avant l'ouverture du GCO et après son ouverture, le nombre de voitures sur la A35 a passé de 162 000 à 159 000. Ce qui veut dire que tout le discours qui a été porté pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui était de dire on va désengorger Strasbourg, c'est ce que disait Luc, 3000 voitures jour en moins sur 162 000. Est-ce que vraiment c'était ça? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques voitures sur le GCO qu'on entend et quelques camions, mais est-ce que vraiment investir 500 millions d'euros pour ça, je crois que ça ne valait pas la peine, et donc ça veut dire que nous avions raison que nous avions raison dans notre combat. Je vais donner un deuxième chiffre. En un an, les pouvoirs publics ont consacré 8 milliards d'euros à l'aide à la pompe. 8 milliards d'euros, et pendant ce temps, ils ont mis quelques dizaines de millions sur les transports collectifs. 8 milliards d'un côté, quelques dizaines de millions de l'autre côté. Troisième chiffre, la Maut, l'écotaxe en Allemagne, permet à la République, à l'Allemagne, de faire rentrer en termes de fiscalité 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, certes, qu'ils investissent dans l'entretien des routes, mais qu'ils investissent aussi de plus en plus, et heureusement, dans le train et dans les transports collectifs des agglomérations. Ces 8 milliards d'euros pour l'aide à la pompe, parallèlement, l'État va mettre, bonne mère,
750 millions sur les contrats de plan État-région sur toute la France pendant 5 ans. 8 milliards d'un côté pour l'aide à la pompe, 750 millions sur 5 ans sur les contrats de plan État-région qui devraient favoriser l'évolution des transports collectifs. Donc on voit aussi qu'il y a un certain nombre de choix politiques qui sont faits et qui continuent à être faits et dans lesquels malheureusement on n'est pas majoritaire et donc il faut à la fois continuer à se battre sur le terrain dans les associations et au niveau plan politique. J'ai retrouvé hier, vous l'avez peut-être tous dans vos armoires, dans 10 solutions pour faire sauter les bouchons. C'est un document, j'ai regardé les auteurs, il y avait Maurice Vince, il y avait Luc, il y avait Marie, et j'ai regardé ce que nous avons commencé à faire en 3 ans à l'Eurométropole sur ces 10 solutions pour faire sauter les bouchons. Je vais juste en citer quelques-uns. C'est aussi la preuve que, effectivement, ce qui est écrit là-dedans, toutes les alternatives mises en œuvre résolvaient beaucoup plus les questions de mobilité, les questions de santé publique, les questions de qualité de l'air, les questions, je dirais, du droit à la mobilité pour tous et toutes. Je vais juste en citer 4. Le premier, c'est ce qu'on appelle le TSPO. Je vois Jean-Charles Lambert qui est là. Il y a quelques jours, il y avait encore une réunion à Stutzheim pour enfin permettre que le réseau de cars interurbains, notamment qui dessert tout le Korsberg, deviennent efficaces, deviennent cadencés, avec des voies réservées et avec des bus de 5h30 du matin à 22h. Voilà ce sur quoi nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Et la ligne qui fait aujourd'hui va de Wasselonne jusqu'au centre de Strasbourg, c'est comme cela, alors peut-être pas aussi large que ce qui s'est fait là-bas, que l'ensemble de ces réseaux de cars urbains vont pouvoir se concrétiser. Deuxième exemple, même si ça a commencé, vous allez dire, c'était un peu difficile, le réseau express métropolitain ferroviaire, ça n'a pas très bien marché, c'est vrai. Mais quand même, depuis 1 an, il y a 650 trains supplémentaires par semaine, au lieu des 850 qui étaient prévus, 650 qui circulent, que ce soit de Haguenau jusqu'à Strasbourg, que ce soit de Sélestat jusqu'à Saverne, ou plus difficilement entre Molsheim et Strasbourg. Et c'est un investissement important, c'est aussi un choix politique qu'on a fait, y compris sur lequel on a réussi à mobiliser la région. Troisième exemple, c'est le réseau cyclable. Dans quelques jours, et toujours avec Jean-Charles Lambert, on va démarrer les travaux sur une piste cyclable entre Stutzheim et Oberhausbergen, comme on l'a inauguré il y a 6 mois entre Lampertheim et Pulgrisheim, et qu'on va le faire dans quelques semaines entre Arnheim et Ittenheim. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui habitent dans les communes du Korsberg. Alors il y avait des pionniers comme Luc qui allaient de Pulgrisheim jusqu'au lycée à la Méno. Je dirais, si on veut que le vélo, notamment le vélo à assistance électrique, devienne une alternative, il faut des réseaux cyclables, et ça, on est en train de le faire entre l'Eurométropole et la Comcom du Korsberg. Et puis troisième exemple, alors qui est moins proche peut-être du Korsberg, c'est les 3 lignes de tram, notamment qui vont se mettre en œuvre sur l'Eurométropole. La première, les travaux ont commencé sur la ligne qui est entre l'entrée de Königshofen et Wolfisheim, et les 2 autres, une qui va aller aux institutions européennes, et la troisième, compliquée, parce qu'il y a beaucoup de... Tous les maires ne sont pas d'accord, Anne, pour cette ligne vers tout le nord de l'agglomération, et notamment sur Schiltigheim. C'est juste quelques exemples qui étaient là-dedans, et qui, aujourd'hui, que nous mettons en œuvre, parce qu'effectivement, il y a eu un changement politique à Strasbourg, et je crois que c'est Maurice ou Luc qui disait que quand nous étions présents ici, à l'inauguration de cette cabane, il y avait notamment l'actuel maire de Strasbourg. Pour conclure, quand je dis, donc il y a d'autres choses qui sont là-dedans, que nous essayons, en tout cas ceux que nous maîtrisons, que nous essayons de mise en œuvre. Je crois que aujourd'hui, il y a plein de choses en termes d'enjeux pour la suite. Moi, j'en vois 2. La première, c'est ce que disait Julien. Je reste fidèle, pour ma part, aux engagements que nous avons pris, qui étaient de dire cette liaison est inutile.
Cette liaison, elle est d'autant plus inutile que peut-être, à part le fait de résoudre des passages à niveau, mais il n'y a pas besoin de faire une route pour régler le problème des passages à niveau, je dirais, cette route, elle est inutile. Et donc voilà, il faut essayer, donc à la fois vous sur le terrain et nous on le fera en tant qu'élus, de se dire, cette liaison poussée notamment, principalement par Frédéric Biry, ne doit pas se faire. Et le deuxième enjeu, Luc, ça m'a étonné, tu n'en as pas parlé. Tu n'as pas parlé de la taxe poids lourd. Tu n'as pas parlé de la taxe poids lourd. Or, c'est aujourd'hui, dans cet immense couloir à camions qu'a accéléré le grand contournement ouest, un enjeu tout à fait important. Si on veut, pas seulement dire il faut que les camions y passent ailleurs, mais il faut diminuer le flux des camions parce que, je le dis de temps en temps, pour amener des fraises d'Espagne au Danemark, d'abord, est-ce qu'il faut le faire ? C'est vraiment quelque chose qui est peut-être pas indispensable parce que le goût des fraises d'Espagne, quand on les amène au Danemark, c'est quand même pas génial. Et donc, il faut que cette écotaxe soit mise en œuvre rapidement. La dernière fois qu'on en a discuté avec Frédéric Biry et avec Jean-Philippe Maurer, le dossier avance un peu, mais grand démocrate, Frédéric Biry, il va dire on va demander l'avis aux Alsaciens. Et donc, il risque très fortement de faire un référendum. Et vous le savez toutes et tous que quand il y a un référendum, on ne répond jamais à la question posée. Et donc, si la question de l'écotaxe au niveau de la CEA, qui devrait se mettre en place pour la fin 2025, c'est ce qui est inscrit dans les textes institutionnels, il faut chacune et chacun, que ce soit au niveau des associations, que ce soit au niveau des collectivités, que ce soit au niveau des élus, titiller vos conseillers de la CEA pour dire dépêchez-vous, il faut que ça se mette en œuvre parce qu'il y a des enjeux de bouchons, il y a des enjeux de santé publique et puis il y a aussi des enjeux, tu le disais Maurice en introduction, de dans quel monde voulons-nous vivre ? Est-ce que nous voulons continuer à vivre, à faire venir des choses de l'autre côté de la planète est-ce que c'est ça qui fait le bonheur ? Est-ce que c'est ça qui fait l'envie de vivre ensemble ? Et donc, la question d'écotaxe, c'est à la fois une question de santé publique, c'est une question à la fois de financement des transports publics, mais c'est aussi une question de notre capacité à vivre ensemble et peut-être à construire un certain nombre d'alternatives, ici à Kolbsheim, en Alsace et puis sur l'ensemble de la planète. Voilà le message que je voulais vous porter rapidement sur ce que nous essayons de faire au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg. Ce n'est pas toujours facile. Et que, Doris, tu le vois, et qu'il faut aussi que sur ces combats, il faut que les élus restent fidèles à leurs convictions, mais il faut aussi qu'ils ressentent ou sentent dans les réseaux associatifs auprès de nos concitoyens un certain nombre d'expressions publiques, un certain nombre de paroles publiques et un certain nombre de soutiens, parce que malheureusement, très souvent, dans les projets dont nous parlons, il y a le lobbying et puis il y a l'expression un peu simple qui est de dire oui, en faisant une nouvelle route, il y aura moins de bouchons. On l'entend quand même assez souvent, que ce soit ici comme sur d'autres secteurs. Et ce qui est en train de se passer sur Castres en est tout à fait l'illustration. Merci. L'avenir de notre lutte se dessine également avec la coalition nationale La Déroute des routes. Notre collectif a travaillé durant 2 décennies à faire barrage à la construction du GCO, devenu la 355. Depuis sa mise en service en décembre 2021, nos détracteurs s'agacent de nous voir encore là. Au-delà du projet en lui-même, elle oublie que notre raison d'être est aussi de promouvoir les mobilités douces et durables. Pour mémoire, nous avions été force de proposition, ça a été évoqué, les 10 solutions pour faire sauter les bouchons et notre livret co-construit. Il reste toujours d'actualité. De fait, travailler à réduire la dépendance à la voiture est une logique de choisir nos mobilités, est une continuité dans nos actions. Nous sommes également soucieux des nuisances que génère le trafic, telles que la pollution ou le bruit. Agir reste d'actualité. L'accaparement des terres reste aussi une préoccupation qui va au-delà du GCO lui-même et dont les pseudo-compensations doivent être surveillées. Puis, il y a le moratoire que nous défendons avec la déroute des routes.
Nos préoccupations locales sont les mêmes partout sur le territoire. Près de 10 projets routiers en Alsace. Près de 100 identifiés en France. Les projets autoroutiers, souvent mis en avant, représentent moins de 10% de l'ensemble des projets d'infrastructures routières. Tous ces projets pèsent 20 milliards d'euros d'argent public, auxquels s'ajoutent près de 6 milliards d'argent privé. C'est colossal. Vous imaginez tout ce que l'on pourrait faire avec cet argent pour le vélo ou le transport en commun. Il ne s'agit pas d'arrêter toutes les routes et d'éradiquer la bagnole chère à notre président Emmanuel Macron. Non, il s'agit juste de sortir de l'idée du tout routier comme idéologie par défaut. Et on le voit entre autres avec la liaison GCO-Ensheim que c'est pas gagné. Alors d'un côté, on a un président qui parle. Évidemment, le vent. De l'autre, on a un ministre délégué au transport qui dit écoutez, alors qu'il n'entend pas. La rencontre récente entre Clément Beaune et 8 organisations, dont la Déroute des routes ou France Nature Environnement, dont Alsace Nature est membre, par exemple, le démontre. C'était le 12 octobre dernier, c'est tout récent. Au centre, on a des élus locaux arc-boutés sur un modèle de déplacement dont la voiture reste le cœur de la politique de mobilité. Frédéric Bierry, actuel président de la CEA, ne déroge pas à cette logique. Alors, dernier point de ce moment, j'ai eu une question écrite qui me pose la question, dans le cadre de la planification écologique, quel projet routier destructeur allez-vous abandonner ? Alors, bien sûr, on n'a pas la même vision des routes. On n'a pas la même vision des routes, tous les deux. Moi, je trouve que les routes, c'est aussi essentiel. Ce n'est pas forcément une nuisance. Une route, ça peut améliorer la sécurité. Mais je vais d'abord laisser mes collègues répondre à ça. Là. Ah non, quand même pas, presque. Allez, monsieur Frémont. Alors, je vous avoue que je ne m'attendais pas à une réponse aussi longue. En tout cas, je retiens à repréciser plusieurs choses. C'était dense quand même. Bon, déjà, j'ai grandi à la campagne. Donc, je sais ce que c'est de ne pas être en milieu urbain. Et comme tous les territoires d'Alsace, je n'ai pas besoin de me déplacer en calèche. Il y avait des routes existantes qui reliaient les différentes communes. Premier point. Ensuite, je ne pense pas que ce soit aussi binaire la réflexion que les routes, c'est mal, et comme ça a pu être résumé juste avant. Par contre, la question, c'est pas est-ce que les routes, c'est mal, c'est est-ce qu'on fait plus de routes, en fait ? Est-ce qu'on continue dans cette logique-là, qui fait que plus de routes, c'est égal plus de trafic, donc plus de pollution. C'est ça le sens de la réflexion. Et du coup, par rapport aux besoins des habitants, effectivement, c'est au cœur quand même du sujet. Nous, notre position, c'est d'avoir une vision plus globale avec les solutions de mobilité d'aujourd'hui et pour apporter des solutions aux citoyens. Frédéric Bierry, actuel président de la CEA, ne déroge pas à cette logique. Quant aux actes face aux enjeux écologiques et de santé publique, le constat est sévère. L'heure n'est plus à la revue, mais à un moratoire pour une réflexion systémique sur la politique du tout routier et ses alternatives. Des actes et dont des mots, dit la Déroute des routes. Ici, à l'ouest de Strasbourg, au cœur du Korosberg, souvenez-vous, le 10 septembre 2018 et la violence des semaines qui ont suivi et dont la grève de la faim de 10 de nos camarades n'aura servi à rien. 5 ans plus tard, bis repetita avec l'autoroute A69 Castres-Toulouse. Doit-on se résigner pour autant ? Non. Les lignes bougent. Aujourd'hui, les luttes locales ne sont plus seules dans leur coin cantonnées à un territoire. Avec la Déroute des routes, nous portons une parole collective. Ensemble, nous sommes plus forts. Non plus simplement localement, nous sommes parfois inaudibles, et des 4 coins du pays. Ensemble, avec la Déroute des routes, nous tentons de bousculer le système. Il y a le moratoire sur tous les projets routiers écocidaires, dont la liaison GCO-Ensheim est un nouvel exemple. Et aussi militer pour des mobilités douces et durables, ce que nous avons déjà entrepris avec GCO Non Merci, au niveau local, etc. Avec la Déroute des routes, GCO Non Merci participe à une émancipation nationale des luttes locales regroupées au sein de la coalition. Aujourd'hui, cette coalition, c'est une cinquantaine de collectifs à travers la France, qui se sont bagarrés et qui se bagarrent aussi comme on l'a fait avec GCO, et dont on essaye de porter une parole au niveau national. Donc voilà notre présent, voilà notre avenir. Merci.
Merci Bruno. Alors on a parlé de la CEA. Merci, bonjour à toutes et tous. Ludivine Quintalet, je suis conseillère d'Alsace. Vous avez beaucoup parlé de la CEA. Donc je siège à la CEA et nous avions une séance plénière vendredi. Je fais partie donc du groupe d'opposition écologiste, citoyen et solidaire à la CEA. Je tenais à vous dire que nous avons déposé un texte vendredi en lien avec les déclarations d'Emmanuel Macron sur sa volonté de réduire, en tout cas d'annuler certains projets routiers au niveau national. Et donc nous avons posé via une question écrite au président Bierry quel projet routier il comptait, donc à la suite de ces déclarations présidentielles, annuler en Alsace. Donc la réponse a été très claire, il n'en annulera aucun. Voilà. Il considère que les routes sont un bienfait pour les citoyens, pour désenclaver la ruralité, etc. Donc ça c'est une première chose. Donc comme le disaient mes collègues, il faut vraiment aller voir vos conseillères et conseillers départementaux de vos cantons pour leur dire ben non. Nous on ne pense pas que les routes doivent se multiplier et que les routes sont nécessaires au bien commun. On s'oppose à ça, donc il faut mobiliser pour aller porter une autre voie. Et également, je tenais à vous dire que dans l'Assemblée, au cours de cette séance plénière, il a été question du contournement de Châtenois et certains élus s'en sont pris de manière indirecte à Alsace Nature en les accusant en fait de cette gabegie financière puisque l'annulation de ce projet a un coût financier. Et donc nous avons très très clairement rappelé qu'on ne s'en prend pas aux citoyens, on ne s'en prend pas aux associations environnementales qui défendent le bien commun, et que si ce projet a été annulé par une décision de justice, c'est bien parce que la CEA n'a pas fait le dossier de manière conforme comme il aurait dû être fait. Donc on les a renvoyés à leur responsabilité et on leur a dit qu'il était très 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 choquant que des élus soient descendus dans la rue et manifestés contre une décision de justice, donc dans cet état de droit qui est le nôtre, et qu'ils appellent souvent, qu'ils utilisent souvent comme argument pour justifier leur politique. Nous on leur a dit que ça c'était pas du tout entendable et pas du tout correct. Voilà pour les quelques nouvelles de la collectivité européenne d'Alsace. Merci. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, en parlant de Châtenois, c'est vrai que, contrairement à la FNSEA, Alsace Nature ne fait pas le droit et ne rend pas la justice. C'est bien le tribunal qui a annulé les autorisations environnementales, c'est pas Alsace Nature. Alors, on a peut-être encore quand même le droit de saisir la justice dans notre pays. Il faudrait que les élus comprennent ça, effectivement. Alors, on va passer à la dernière partie de cette commémoration de nos 20 ans. Je voulais juste vous rappeler encore, il y a des photos qui sont visibles, vous l'avez vu, vous pouvez faire un tour après autour des remorques. Alors c'est pas complet, je pense qu'on fera un jour un album de toutes les photos qui sont liées à la lutte contre le GCO et les travaux du collectif GCO Non Merci. Je voulais juste encore dire un mot. On a entendu ce matin les personnes qui ont été le plus en avant, parmi les personnes qui ont été le plus en avant dans GCO Non Merci, mais il ne faut pas oublier toutes les autres personnes qui sont invisibles et qui ont contribué à ce que GCO Non Merci puisse fonctionner. Il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées à tous les niveaux, au niveau organisationnel, qui ont injecté aussi leurs idées, qui ont été présentes au quotidien pour ranger, pour préparer, pour faire tout ça. Donc merci aussi à toutes ces personnes parce que sans elles, on les voit moins souvent, mais sans elles, le collectif n'aurait pas fonctionné pendant tous ces 20 ans. Donc un grand merci à toutes ces personnes qui sont un peu dans l'anonymat, mais qui sont indispensables. Et aux autres arbres d'ailleurs, et puis chacun aussi aux arbres qu'on a autour de nous et qui heureusement nous font du bien et dont nous avons besoin. Donc j'ai écrit simplement une adresse à ce tilleul. Arbre, nous venons près de toi qui puise ta force dans le sol pour enraciner notre engagement. Nous venons près de toi, inventeur de stratégies qui permettent la vie, pour que tu nous apprennes la créativité. Nous venons près de toi, porteur de tant de compétences mystérieuses, pour que tu nous apprennes l'humilité et la responsabilité.
Nous venons près de toi qui offre ton ombre indispensable pour que tu nous apprennes à nous arrêter et à nous ressourcer. Nous venons près de toi qui subis tant de changements pour que tu nous apprennes la résilience. Nous venons près de toi qui mets en lien tant de formes de vie pour que tu nous apprennes à compter sur les autres. Nous venons près de toi qui porte fruits et fleurs gratuitement pour que tu nous apprennes à partager nos ressources. Nous venons près de toi, arbre qui ne rompt pas, quand surgisse le vent de la désillusion, la sécheresse de l'angoisse, et que semble triompher le ricanement des moqueurs, pour que tu nous transmettes la détermination de nous opposer aux destructeurs. Nous venons près de toi qui creuse au-delà des couches d'argile, dépasse les zones arides, contourne les cailloux, s'enracine dans l'épaisseur de la terre-mère. Apprends-nous la persévérance indispensable pour faire gagner la vie. Bien, alors cet arbre, ce tilleul, a une petite histoire que je voulais juste vous raconter en quelques mots, et qui est aussi, cet arbre, le tilleul, c'est symbole de la liberté, hein, mais c'est aussi un témoignage d'amitié entre deux associations, Alsace Nature du côté alsacien et le BUND du côté allemand, le Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, et en particulier la section de Rhénanie-Palatinat Rheinland-Pfalz. Alsace Nature et le BUND Rheinland-Pfalz ont travaillé ensemble depuis de nombreuses années, depuis probablement plus de 20 ans, sur différents sujets. Mais il y a un sujet qui nous a rassemblés et qui nous rassemble encore malheureusement, c'est celui de la construction des routes inutiles. Quand nous nous sommes battus au fil du temps contre le GCO, le BUND, à travers notamment Ulrich Mohr, était présent régulièrement aux inaugurations des cabanes, aux manifestations que nous avons organisées. En ce moment, le BUND et Ulrich Mohr aussi, avec ses amis, se bat contre un autre projet autoroutier. C'est la transformation d'une Bundesbahn, la B10, entre Pirmasens et Landau, qui doit être transformée en gabarit autoroutier, pour la même raison qu'ici, c'est-à-dire favoriser la circulation des poids lourds à travers l'Europe. Et Alsace Nature soutient le BUND dans cette lutte qui est tout aussi difficile que celle contre le GCO. Et nous allons régulièrement participer aux réunions, nous allons participer aux manifestations qu'organise le BUND. Donc il y a une espèce de fraternité, malheureusement dans des luttes qui sont difficiles, qui sont âpres, mais cette fraternité existe. Et c'est dans ce cadre-là que le BUND a offert ce tilleul à Alsace Nature en 2015 à l'occasion des 50 ans d'Alsace Nature. Et nous avons décidé, alors il n'est pas venu tout de suite, là, ils l'ont gardé un petit peu, et nous avons décidé en 2017 de le planter ici, à cet endroit. Les gens du BUND étaient présents quand on a planté cet arbre, je faisais assez frais, je me souviens, assez froid, le temps n'était pas très agréable, et nous avons décidé de le planter ici, à cet endroit, au spot, pour symboliser notre lutte commune contre les projets routiers et pour symboliser notre lutte évidemment contre le GCO. Et donc aujourd'hui, nous allons dévoiler la petite stèle que nous avons mise en place. Tu diras un mot tout à l'heure sur la stèle. Et il y a une petite plaque commémorative toute simple qui rappelle ces luttes communes et le cadeau du BUND. Je pense que c'est important de marquer aussi ce genre d'amitié. Peut-être qu'un jour, nous irons planter un tilleul en Rheinland-Pfalz, là où devrait se faire l'agrandissement de la Beitzen. J'espère qu'ils arriveront à empêcher ce projet, mais c'est pas gagné. Voilà, en tout cas, peut-être tu peux dire un mot juste. Oui, donc simplement remercier parce qu'il n'a pas pu être parmi nous ce matin, je regrette beaucoup, c'est Martial Link, beaucoup d'entre vous connaissent, qui a déjà agi pour le monument Résister et qui a offert et qui a installé avec l'aide de Jean-Pierre Musser aussi cette stèle. Donc on peut déjà le remercier. J'en profite pour dire que voilà, on a marqué dans le grès, certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore vu les
l'espoir de notre lutte dans le monument résisté. Je vous invite à aller y faire un tour si vous ne l'avez pas encore vu tout à l'heure. C'est aussi très important qu'on voit que voilà, c'est inscrit dans le dur et ça restera cette lutte. Ici aussi, maintenant, il y aura voilà, cet espace un peu plus formalisé autour du souvenir de cette lutte, mais surtout tourné vers toutes les luttes qui sont encore devant nous. Et c'est évidemment d'abord pour ça que nous sommes encore réunis. Merci. Et puis l'idée aussi, c'est de faire de ce terrain que normalement la commune va récupérer, donc là où il y a eu une des premières cabanes de lutte contre le GCO, de faire de ce terrain un lieu de souvenir. Et on est en train de réfléchir à installer peut-être à demeure une sorte d'exposition avec les principaux moments de lutte contre le GCO pour que la mémoire de cette lutte ne disparaisse pas et qu'elle puisse servir aussi à d'autres générations. Alors venez, allez ceux qui ont l'habitude. Allez, Chrono, Annie, Caroline, viens. C'est son anniversaire. Et il avait un repas de fête. D'accord. Bon, comment on fait? Tout simplement. Alors, ce qui est écrit, c'est ce tilleul a été offert par le BUND Rheinland-Pfalz à l'occasion du 50e d'Alsace Nature en 2015. Il symbolise l'amitié entre les deux associations et leur lutte commune contre des projets destructeurs. Il a été planté ici le 25 novembre 2017 pour marquer leur opposition conjointe au contournement ouest de Strasbourg. Voilà. Bien, je crois qu'on est à la fin de la partie on va dire, protocolaire de cette commémoration. On avait prévu que on fasse un peu auberge espagnole pour les personnes qui souhaitent manger un morceau, donc c'est possible. Il y a des choses là-bas sur la table. Je vous propose qu'on se retrouve là-bas. Autour de cette table et on va faire une photo de l'ensemble du groupe et en soutien à la lutte contre la 69 entre Toulouse et Castres. On peut faire ça aussi peut-être devant l'affiche GCO non merci. Ô Macron, ô Janus, dieu du temps, bicéphale, toi qui de l'Élysée contemple la voûte astrale, voilà. Mais sur terre, au saccage, tu donnes ton aval, là c'est en bas, car de Vinci, tu es devenu le vassal. Bravo, merci à tous. On va commencer par le président Chirac. Montre-le, brandis-le un petit peu. Voilà. Montre-lui le chantier. Voilà. Alors rappelez-vous, c'est sous sa présidence que ce projet des années 70 est ressorti des cartons. Le même Chirac qui à Johannesburg en 2002 disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Sarkozy, montre-lui le chantier. Sarkozy, c'était l'homme du Grenelle qui disait il faut inverser la charge de la preuve. Dans un projet, ce ne sera plus aux associations, aux ONG de prouver son inutilité, mais au service de l'État de prouver qu'il est vraiment d'intérêt public majeur. Et puis la commission d'enquête publique en 2008, quand il est devenu président, enfin juste un an après, a dit le désengorgement n'est ni l'enjeu ni l'objet du GCO. Alors qu'est-ce qu'il attendait pour arrêter tout? Maintenant, le projet a continué. Merci Sarko. Voilà. Prochain. François Hollande. Discours du Bourget quand il était candidat en 2012. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Mon ennemi, c'est la finance.
Et peu après, quand il est devenu président, quelques mois, quelques années après, il s'est finalement soumis à la finance. Pour ce qu'il est du GCO, il a arrêté le processus de concession en 2012. À l'époque, on lui a dit merci. Mais malheureusement, en 2013, le GCO est ressorti des cartons, a été remis sur les rails. Et peu après, et sans hasard, l'écotaxe a été abandonné. Merci. Alors c'est vrai qu'entre-temps, Roland Ries, à qui on doit ça? Rappelez-vous, c'est à Roland Ries qu'on doit ça. Voilà. Roland Ries nous a trahis et plus grave encore, il a trahi ses propres convictions. Tout ça sous la pression des lobbies. Alors voilà, Vinci, c'est très simple. Vous savez très bien que Vinci ne cherche pas à résoudre les problèmes concrets des usagers, des gens. Vinci cherche à que ses actionnaires fassent un maximum de bénéfices. Donc quand on parle de finance, on peut aussi parler de Vinci. Donc Macron s'appelle Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire le Messie dans l'Ancien Testament. Le Messie, on l'attend encore, je vais vous dire. Alors, tel Janus, le dieu romain à deux faces, c'était le dieu du temps. L'un qui regarde l'univers, qui est champion du monde de la planète, jupitérien, champion du monde du climat, dans les instances internationales, et l'autre qui regarde ce qu'il est en train de détruire chez nous en Alsace, la forêt, les terres fertiles. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est pas uniquement la faute, je vais dire, au chef de l'État, c'est sûr. Aujourd'hui, on est dans le domaine de la symbolique, mais c'est bien parce qu'on a été lâché progressivement par les uns et par les autres, et que tout ça, ça s'est fait avec une immense chaîne de complicité, de duplicité, de trahison en chaîne. Et aujourd'hui, la situation pour nous en tant qu'élus locaux, elle est particulièrement dure à vivre. On fait la politique de l'autruche et puis de toute façon le coup il est parti, on n'arrête plus rien. Tout le monde y va, on signe une convention, on signe un protocole entre la Chambre d'agriculture et Vinci, entre la commune de Vendenheim et Vinci. Donc voilà, donc tout ça c'est une série de trahisons qui explique qu'aujourd'hui on se retrouve en comité réduit, mais on est quand même droit dans nos bottes, droit dans le loess du Korosberg, et convaincu que de toute façon demain on aura au moins la chance de pouvoir se regarder dans la glace et se dire on a lutté jusqu'au bout, on a essayé de préserver cette portion de territoire. Or ce qu'ils font là-haut, que ce soit au département, que ce soit à la région, que ce soit à l'Eurométropole, c'est certainement pas préparer l'avenir pour nos enfants, c'est au contraire le détruire, le sacrifier, l'hypothéquer. Voilà ce que je voulais rajouter encore. Bravo.